2 sur le net, c'est www.ortm.nl. La chaîne 2, la passion de servir. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Voilà, vous écoutez donc la chaîne 2, c'est donc l'heure de votre journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Agibou Koulibaly. Les titres, 3 ans de succès sous la transition d'Assimi Goïta, un bilan sécuritaire positif à suivre dès le début de ce journal. Clôture de la 2e édition de la semaine professionnelle de l'ISPRIC à Badalabougou. Et l'impact profond des smartphones sur les interactions sociales, une révolution pour tous les âges. Et enfin, naviguer les eaux troubles du divorce vers de nouvelles relations post-séparation, dossier à suivre avec Massata Batili. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bonjour et bienvenue, nous sommes dimanche 8 juin 2024. Tout d'abord, le concept à l'école de la citoyenneté est un projet mis en œuvre par le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et pour inculquer aux jeunes les valeurs de la citoyenneté. La première cohorte de ce programme est sur le point de finir son programme de formation. Elle a eu droit à des panels ce vendredi animés par plusieurs membres du gouvernement. L'objectif principal de la démarche est de former des jeunes pour un changement d'approche au profit du Malikoura. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la détermination des autorités à défendre la souveraineté nationale a permis aux FAMA d'engager beaucoup de succès sur le théâtre des opérations. Il s'agit entre autres de la libération de Kidal, du renforcement des équipements de guerre et de la mort du terroriste international Abou Ouzeifa. En 3 ans de règne après son investiture, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec les FAMA, continue d'émerveiller les Maliens dans la sécurisation du territoire national. Aujourd'hui, ces actions sont appréciées à leur juste valeur par les Maliens dans leur ensemble. Dans le cadre de la célébration des 3 ans de la transition d'Assimi Goïta, l'une de nos équipes dirigée par Mamoutou Danté a sillonné la ville de Bamako. Suivez son reportage. Ces derniers temps, difficile de se promener sans tomber sur un groupe de discussion qui n'aborde les exploits des forces armées et de sécurité sur les différents théâtres des opérations. Les principaux sujets au cœur des échanges sont entre autres la prise de Kidal, la mort du terroriste international Abou Ouzeifa, l'acquisition perpétuelle de nouveaux matériels de guerre et nombreux sont les citoyens qui apprécient Yacouba Koulibaly, jeune leader de Wolofo Bolibana. Les 3 dernières années, notre armée a fait un très grand progrès. Aujourd'hui, tout le monde est fier de notre armée. Ce que l'armée a réalisé comme exploit et comme avancée en termes d'abord d'équipement de nos forces armées de sécurité et ensuite en termes de motivation, des stratégies mises en place pour la sécurisation de l'ensemble du territoire. Mamadou Diakité, ingénieur des bâtiments. Je suis fier d'eux. Ils ont récupéré tout le nord. Je connais tout le nord. J'ai fait 2 ans à Kidal. Donc vraiment, je suis très content d'eux. Draman Traoré, réparateur de motos. L'arrivée de la transition a été salutaire pour nous. On peut se promener presque partout à Bamako et ailleurs dans la sécurité. J'ai aimé surtout la souveraineté retrouvée pour le Mali. C'est une évidence, ces victoires sur le terrain sont attribuées au courage et au professionnalisme des soldats maliens dans la lutte contre les terroristes. Toutes choses qui témoignent de la détermination des autorités à défendre la souveraineté nationale contre toute forme de menace. Seydou Koulibaly, cuisinier. Aujourd'hui, la sécurité est revenue au Mali sur tous les plans. Même les noms Amadou Koufa et Iyad Agali ne nous font plus peur. Eux, l'armée est en train d'être mieux équipée, donc vraiment la transition est à saluer sur ce plan. Mamadou Bari,
boutiquiers. J'ai vraiment apprécié la prise de Kidal, tout comme la neutralisation des grands terroristes dans le nord. Maintenant, je pense qu'il faut aller sur la table pour se parler afin de trouver une solution définitive. Pour rester dans cette dynamique de succès sur le terrain, les FAMA ont besoin du soutien inconditionnel des populations. Colonel Mariam Sagara, directrice générale adjointe de DIRPA. Que la population reste derrière son armée. Qu'est-ce que l'armée malienne veut? Tout simplement, c'est sauvegarder l'intégrité et l'intégralité du territoire malien. Et que les Maliens puissent vivre à l'aise, en liberté, sans souci. Voilà l'objectif de la hiérarchie militaire avec à sa tête le chef suprême des armées. Ce qu'on demande aux Maliens, que les Maliens soient vigilants. Chose promise, chose due. La libération de Kidal le 14 novembre 2023 était l'une des promesses du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et ces choses faites depuis. Oui, Mamoutou Dante, restons toujours derrière nos femmes car elles sont donc une fierté pour tous les Maliens. La semaine professionnelle de l'ISFRIC à Badalabougou s'est clôturée avec succès. Cette initiative qui en est à sa deuxième édition vise à informer les étudiants sur la recherche de stages d'emploi avant la fin de leurs études. La journée de clôture a été marquée par un panel regroupant des personnes très expérimentées. Pour en savoir plus, suivons donc le reportage de Mamadou Doumbouya. À 10h30, les locaux de la cour de l'Université des experts ISPRIC étaient déjà remplis d'étudiants, de partenaires et de parents. Après la mise en place, la parole a été donnée aux intervenants pour un échange entre les étudiants et les panélistes. Oumar Ndoye et Aminata Diawara, membres du staff de l'ISPRIC, ont expliqué les objectifs et les attentes de la rencontre. Je serais tenté de dire qu'une chose est d'apprendre, mais en entreprise, les exigences aujourd'hui vont au-delà. On demande aux étudiants non seulement d'avoir des compétences théoriques, mais il faudrait aussi être capable d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le soft skills, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons vu aujourd'hui une participation massive des entreprises de renommée, une quarantaine environ, qui ont pris part à ce village-là, toujours dans le cadre de l'employabilité de nos apprenants. En ce qui concerne les étudiants, nous avons vu aussi une mobilisation, mais que nous souhaitons encore plus amplifier pour les éditions à venir. Les étudiants se disent satisfaits de cette initiative de l'université visant à les orienter pour obtenir des stages auprès des différents partenaires et apprendre la méthodologie de recherche d'emploi. C'est le cas de Fanta Damélé, étudiante. Grâce à ce panel, j'ai appris qu'il ne faut pas attendre jusqu'à obtenir un diplôme pour chercher un emploi ou même un stage. De refuser le travail à cause du salaire au fait. Nouhoum Touré, panéliste. C'est-à-dire que lorsque tu étudies les finances, il faut savoir où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être comptable? Est-ce que tu veux être analyste financier? Est-ce que tu veux être contrôleur de gestion? C'est extrêmement important. Cette semaine professionnelle a permis aux apprenants d'être mieux orientés grâce au thème débattu lors du panel. Comment trouver son stage ou emploi? À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et à 12h passées de 8 minutes, nous recevons en direct Modibo Sidibé. Bonjour Modibo. Bonjour Aguibo Koulibaly. Et tout d'abord, lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire. Polémique sur les amendements au code pénal. Exactement. Ce projet de loi modifie le code pénal pour y intégrer des peines complémentaires pour certaines infractions comme le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Tous les députés sont unanimes sur l'importance de ce sujet. Le texte a été adopté à la majorité par 124 députés, mais 72 députés de l'opposition l'ont rejeté car il comprend un alinéa qui, à leurs yeux, entrave la liberté d'opinion. Il s'agit de l'article 185 qui vise une tierce personne
personnes qui feraient l'apologie des crimes ou qui lancent des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés. Le texte doit encore être adopté par le Sénat et l'opposition envisage de saisir le Conseil constitutionnel. Et présidentiel à présent en Algérie, les candidats ont 40 jours pour déposer leur dossier. Le corps électoral est officiellement convoqué aujourd'hui pour le scrutin anticipé du 7 septembre prochain. 5 candidats sont déjà en liste pour ce scrutin, mais leurs candidatures n'ont pas encore été validées. Le président Abdelmadjid Tebboune ne s'est pas prononcé sur son avenir, mais une coalition de partis appelle à sa candidature pour un second mandat. Pour chacun d'eux, le plus dur commence maintenant. À compter d'aujourd'hui, ils ont 40 jours pour déposer leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Un dossier qui doit notamment comporter une liste de 600 signatures d'élus ou de 50 000 électeurs provenant d'au moins 29 collectivités territoriales du pays. Il reviendra ensuite à l'ANI de valider ou non les candidatures. La campagne électorale devrait débuter le 14 août prochain. Et en Zambie, 22 Chinois et un Camerounais sont inculpés pour cybercriminalité. Un tribunal zambien a condamné ce vendredi 22 ressortissants chinois et un homme originaire du Cameroun à des peines d'emprisonnement pour des actes de cybercriminalité. Il s'agit entre autres de fraudes et des escroqueries en ligne visant des Zambiens et d'autres personnes de Singapour, du Pérou et des Émirats arabes unis. Il faisait partie d'un groupe de 77 personnes, dont une majorité de Zambiens arrêtés en avril dernier dans le cadre de ce que la police a décrit comme un syndicat sophistiqué de fraude sur Internet. Le tribunal leur a également infligé une amende de 1 500 à 3 000 $ après qu'ils eurent plaidé coupables mercredi dernier de fausses déclarations informatiques, d'usurpation d'identité et d'exploitation illégale des réseaux ou des services. Le tribunal de première instance de la capitale, Lusaka, les a condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 7 à 11 ans. Et enfin, Modibo, en Afrique du Sud, l'opposition peu convaincue par la proposition de gouvernement d'union nationale. La proposition de l'ANC de former un gouvernement d'union nationale est fraîchement accueillie par l'opposition. L'ANC a obtenu seulement 40% des voix aux élections générales la semaine dernière et pour la première fois a besoin du soutien d'autres formations politiques pour gouverner. Après des discussions marathon de l'ANC jeudi dernier, le président Cyril Ramaphosa a déclaré vouloir s'associer à une large partie de l'opposition, un appel qui n'a pas convaincu, à l'image du parti de Jacob Zuma qui a refusé toute discussion avec l'ANC tant que le président Cyril Ramaphosa sera en poste à Guy Coulibaly. Merci beaucoup Modibo Sidibé pour toutes ces informations. Retour à présent à l'actualité nationale. Depuis quelques décennies, les smartphones envahissent le quotidien de leurs utilisateurs et modifient profondément les interactions sociales. Aujourd'hui, les smartphones sont tellement présents dans nos vies que beaucoup de personnes ne peuvent s'en passer. Et tout comme les jeunes, ces outils modernes de communication sont indispensables pour les seniors. Ils les utilisent non seulement pour les appels, mais aussi pour accéder à des contenus intéressants. Notre reporter Safiatou Kone s'intéresse à ce sujet. Suivons son reportage. On les transporte partout avec nous, ils sont comme nos enfants, on prend soin d'eux, on les consulte à n'importe quel moment et on devient dépressif et déprimé à la seule idée de les perdre. Ils, ce sont nos téléphones portables ou smartphones. Bourama Traoré, étudiant en gestion des ressources humaines. Je suis sur WhatsApp, Facebook, également je suis sur Twitter. Dans le monde là où nous sommes, le téléphone a un rôle crucial. Parfois on cause, mais à un moment donné, tout le monde laisse la causerie et nous nous concentrons tous sur le téléphone parce que nous avons des choses à faire. Aujourd'hui, les relations humaines subissent les conséquences de l'utilisation du téléphone. L'homme n'est plus capable de tenir une discussion pendant des heures comme on en avait l'habitude, ce qui fragilise profondément les interactions. Karim Kamate, maître étudiant à l'ENSUP. C'est un phénomène qui me fait peur aujourd'hui. Un outil de travail en tant que téléphone ne peut pas prendre la place d'un individu. Un individu, ça reste un individu. Donc dans les grèves, il faut pas qu'on donne trop d'importance au téléphone que les individus. Nous voilà dans un grain de la capitale, précisément à Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Chacun a les yeux fixés sur son téléphone. Mouri Traoré, agent des ressources humaines, nous avoue surfer depuis plus d'une demi-heure. Je m'informe sur ça, j'ai fait des recherches sur ça.
On ne peut pas faire tout au plus 3 heures sans l'utiliser. Ils sont nombreux dans le cas de Maurice Traoré. Cet entrepreneur nous informe qu'il dépense une petite fortune dans l'achat de crédits pour assouvir son addiction. Lassine Samaki. Je dépense beaucoup dans le forfait. Par mois, quand on cumule ça par mois, ça peut aller de 20 000 jusqu'à 25 000 qui pourraient même me payer le loyer. Je préfère acheter un forfait pour me connecter que d'acheter de nourriture pour manger, même si j'ai faim. Contrairement à nos premiers interlocuteurs, Bourama Traoré, lui, préfère les jeux instructifs. Dans 2 semaines, je peux me connecter une seule fois. Moi, je me concentre sur les jeux qui sont instructifs, tels que le pro des mots, les dictionnaires, je fais mes recherches. Et moi, je préfère ça que de me connecter, de voir des images qui n'ont pas d'importance. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont accros au téléphone, car nombreux sont aujourd'hui les personnes du 3e âge à utiliser des téléphones Android pour diverses raisons. Koulibaly Assetou Traoré, personne âgée. Je possède ces smartphones pour diverses raisons, car je suis une personne âgée et mon déplacement n'est pas facile. À travers ces smartphones, je peux appeler mes enfants, mes petits-enfants qui sont à l'extérieur et j'écoute aussi mes prêches. Sinon avant, j'avais un portable simple, mais aujourd'hui, je ne sais même plus le manipuler. La vigilance doit rester de mise car à ces rythmes, nous risquons de ne plus nous parler même étant assis face à face. Oui, Safiatou connaît, c'est une réalité, un outil très utile mais mal exploité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les mariages peuvent prendre fin aussi vite qu'ils ont commencé. Ainsi, la question des relations après le divorce prend de plus en plus d'importance. Entre la douleur de la séparation et la possibilité d'un nouveau départ, les personnes ayant divorcé naviguent dans un océan d'émotions et d'incertitudes. Quelle relation après le divorce? La réponse se trouve dans ce dossier signé Massata Bachili. Pour certains, le divorce marque la fin d'une ère. Mais pour d'autres, c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais dans cette quête de redéfinition de soi et de son cercle social, les relations post-divorce prennent différentes formes. Aminata Balo, femme divorcée. Pour moi, le divorce, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que vous avez divorcé que vous devez laisser tomber tout. Non, 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 non. Précisément, s'il y a des enfants entre vous, toujours il y aura des relations. Mais il ne s'agit pas des relations conjugales. Fanta Diabaté, femme divorcée. Entre mon ex et moi, on n'a pas de relation, sauf si un enfant est malade, je l'appelle. Professeur Ibrahim Ibandjay, sociologue. Un couple qui divorce, ce n'est pas nécessairement 2 ennemis qui se retrouvent face à face. Donc oui, un couple divorcé doit garder des relations relativement sereines pour le bien-être des enfants s'il y a des enfants. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants, chacun est libre d'aller vivre sa vie comme il ou elle l'entend. Certains optent pour une période de célibat, utilisant ce temps pour se recentrer sur eux-mêmes, guérir des blessures du passé et trouver leur équilibre émotionnel. Pour d'autres, le besoin de compagnie et de soutien les pousse à chercher de nouvelles amitiés ou à se lancer dans les relations amoureuses. J'ai divorcé il y a 6 ans de cela. Pendant ces 6 ans-là, mes parents m'ont abandonné parce qu'ils ne voulaient pas que je divorce. Malgré que j'ai divorcé, je vis avec mes enfants. Ça n'a pas été du tout facile et jusqu'à présent. Fanta Diabaté, femme divorcée. Si je trouve quelqu'un qui a un bon cœur, je peux entamer une relation. Mais pour le moment, c'est le courage et la confiance qui me manquent d'entamer une relation. Isiaka Mariko, officier d'état civil. Après le divorce, se remarier encore, c'est fait sur la base de quelque chose d'un fait. Les enfants peuvent amener les parents divorcés à se remarier. Ça peut également se faire sur la base d'autres choses comme des intérêts. Pourtant, la question demeure comment naviguer dans les eaux tumultueuses des relations post-divorce. Pour beaucoup, la communication ouverte et honnête est la clé. Apprendre des erreurs passées, exprimer ses besoins et écouter ceux des autres deviennent des compétences essentielles dans la construction de relations saines et durables.
Draman Kamara, citoyen. Souvent, ça nécessite un remariage des deux côtés. Le divorce, quand même, c'est un échec. Et un échec qu'on regrette pour de bon. Diallo Barakissa Berthe, citoyenne. Si ces deux personnes se sont séparées vraiment dans des conditions un peu choc, ça serait compliqué qu'il y ait relation. Si d'aventure les deux sont suffisamment matures pour reconnaître les fautes commises et prennent l'engagement de corriger ces fautes-là, il n'y a pas de raison qu'on se rejette complètement. Et peut-être que alors la relation va redémarrer sur une base plus saine et durer pour le reste de la vie. Que ce soit en redéfinissant les relations avec leur ex-conjoint pour le bien-être des enfants ou en explorant de nouvelles connexions amoureuses. Les personnes qui ont divorcé montrent que la vie après le divorce peut être remplie de possibilités et de croissance personnelle. La clé réside dans la capacité à embrasser le changement, à acquérir de l'expérience et à ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. Voilà, dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur général de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGEFO, pour discuter de l'accès des Maliens aux technologies de l'information et de la communication, qui est la mission principale de l'agence. Nous vous proposons ici un extrait de cet entretien avec Boubacar Sako. Il est interrogé par Cheikh Oumar Kambara. Il y a précisément 7 missions au niveau de l'AGEFO, mais qui se déclinent en 2 missions principales. La principale mission, c'est essayer de couvrir les zones blanches du territoire. Comment on appelle les zones blanches en télécommunication? C'est des zones dépourvues de toute infrastructure de communication. Donc c'est une zone qui n'est ni couverte par aucun des opérateurs. Et deuxième axe, c'est d'assurer auprès d'autres entités de l'écosystème numérique, c'est assurer la promotion des TIC dans les zones rurales, principalement. On dit principalement parce il peut arriver aussi que même dans les zones urbaines, la mission peut être déclinée. L'accès des Maliens aux technologies de l'information et de la communication, et c'est un accès qui n'est pas encore à hauteur des attentes, parce qu'il y a encore des dispositifs étatiques, il y a des opérateurs, on est plusieurs acteurs de l'écosystème, et chacun effectivement doit contribuer en tout cas au niveau de ses missions à faire en sorte que le fruit de tous ces investissements profite aux Maliens. Et de quoi s'agit-il? Pas seulement dans les zones urbaines qui sont aujourd'hui couvertes de manière satisfaisante, mais aussi les zones rurales telles est le rôle de l'AGEFO. Mais aussi les structures publiques doivent avoir des infrastructures maintenant pour travailler. Et aussi les entreprises privées, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient rurales. Mais les citoyens lambda aussi, partout où ils se trouvent sur le territoire, les moyens de communication ne doivent pas faire défaut. Donc les attentes sont connues et comme tous les pays, notre pays est en train de s'investir. Les structures existent, comme la GFO, comme la GT, comme la MRTP, comme les opérateurs, comme la SMTD. Donc il y a un ensemble d'acteurs aujourd'hui qui interagissent ou bien qui agissent conformément à leur mission pour que, en tout cas, les TIC soient une vraie réalité pour notre pays. Suivez l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une réalisation de Cheikh Oumar Kambara et c'est une rediffusion. À présent, nous ouvrons la page des sports. Et tout d'abord en hippisme, la 40e édition du Grand Prix de la Nation est à l'honneur ce week-end au champ hippique de Bamako. En football, les Aiglons du Mali ont été accrochés 1-1 par leur homologue de l'Ouzbékistan en amical. Quant aux Aigles seniors, ils se sont envolés ce samedi pour l'Afrique du Sud pour leur match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre Madagascar. À présent, la météo avant de boucler cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue est de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 51 minutes.
Et point final à cette édition présentée par Agibou Koulibaly. La mise en onde est assurée par Penda Dao, réalisation Samba Sanogo. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, coordination Salimata Dao et Aminata Konaté. Merci d'être de nôtres et on se retrouve à 15h passées de 15 minutes dans l'émission La Belle Époque.